Bonjour à vous tous. Je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui pour un moment très particulier. Premièrement, parce que c'est le lancement, comme vous savez, d'AIDP, le génie propre, mais aussi parce que c'est le démarrage d'une magnifique aventure sur votre territoire, dans vos pays respectifs, pour faire en sorte de développer encore plus le potentiel humain. Donc oui, la PNL, le coaching, je vais vous parler de tout ça parce que j'en rêve, je suis passionnée déjà depuis très longtemps, depuis des années. J'ai eu la chance de commencer à apprendre la PNL, j'étais adolescente, donc ça fait vraiment très longtemps. Mais aujourd'hui, elle bat des ailes et elle s'en va et elle vient vers vous maintenant, grâce aux personnes qui sont là dans la salle avec vous, parce qu'ils désirent apprendre, communiquer, enseigner, partager aussi, et je me réjouis. Je suis très contente à chaque fois. Comme j'enseigne la PNL et le coaching, et la PNL en tout cas depuis, j'ose même plus le dire, là, mais plus de 40 ans maintenant. Ça réjouit mon cœur à chaque fois que je réalise comme en ce moment, qu'il y a ce développement fantastique qui est en train de se mettre en place. Et principalement, comme ça a été nommé par les personnes qui ont parlé juste avant moi, parce que on en est là maintenant dans les besoins, dans nos sociétés, dans nos collectivités, dans le domaine des affaires. Et les choses ont besoin de changer, de se transformer pour faciliter encore plus le bien-être. Et là, quand je parle du bien-être, c'est le bien-être personnel, mais c'est aussi le bien-être de l'entreprise, puisque l'entreprise a son identité propre, elle aussi. On parle du génie propre de chacun, mais il y a aussi le génie propre de l'entreprise en elle-même qui a son identité. Et le génie propre aussi des entrepreneurs, puisqu'on est aussi dans cette lancée de compréhension qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être en entreprise, qui vont travailler en entreprise, mais aussi qui vont développer leur propre entreprise pour générer ces changements internationaux, mondiaux, que l'on a tous besoin pour le respect des valeurs humaines, des valeurs importantes, mais aussi pour faire arriver une meilleure économie, des meilleurs budgets financiers, une meilleure valorisation du travail, du respect dans le travail, du respect de chacun à travers ça aussi. Et c'est pour ça que je suis vraiment très contente d'être avec vous aujourd'hui dans cet esprit de collaboration, de partenariat aussi ensemble avec ces disciplines que j'adore et que j'adore depuis tellement longtemps et qui viennent vers vous et qui viennent vers vous maintenant parce que encore une fois c'est la bonne période, c'est le bon moment. J'ai enseigné et formé plusieurs de vos animateurs, de vos formateurs, de vos coachs qui vont être avec vous. J'ai eu ce plaisir-là aussi de former plein de personnes sur le plan international depuis des années, étant donné que je suis là depuis longtemps. Mais une des choses qui me tient vraiment à cœur, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'utilisation de la PNL et du coaching dans le monde des affaires et particulièrement lorsqu'on parle d'amélioration des processus, des façons de faire, des résultats, mais pas contre la nature humaine, parce que souvent c'est comme ça qu'on voyait ça à l'époque, hein? On va presser les gens, on va leur demander beaucoup plus, ce qui n'est pas une mauvaise chose de leur demander selon leur capacité et compétences, mais pas de dépasser les limites de la nature humaine, mais plutôt travailler ensemble avec nos compétences et nos capacités en les développant pour le meilleur de tous. Donc, dans la PNL et le coaching, qui sont les deux approches privilégiées que AIDP va utiliser, enseigner sur votre territoire et dans le monde, hein, puisque on démarre par votre territoire, l'Afrique, mais c'est assez élargi parce que tout le monde connaît quelqu'un qui demeure quelque part aujourd'hui. Principalement aussi dans des communautés particulières, des organismes spéciaux, comme vous le savez, Patience travaille beaucoup, a beaucoup travaillé aussi avec les enfants, les entrepreneurs, mais les jeunes en difficulté et toutes les autres spécialistes qui sont avec vous aujourd'hui, qui ont chacun un parcours exceptionnel de compréhension et de formation et quand ils sont arrivés à la PNL, un petit peu comme moi, il y a plusieurs années, ça a été un coup de foudre.
Et pourquoi ce coup de foudre-là? Surtout dans le domaine du travail. Alors, je vais faire un partage d'écran au fur et à mesure avec vous pour vous parler de tout ça. Voilà. Donc, pourquoi principalement dans le domaine du travail? Ben, comme vous le voyez à l'écran en ce moment, il y a un terme qu'on utilise en PNL, programmation neuro-linguistique, qui s'appelle l'écologie. Bon, on pourrait faire le lien, bien sûr, avec l'écologie de la planète. Donc, faire attention à notre planète. On en a une, on vit plusieurs sur cette planète-là. Donc, il y a beaucoup de boulot à faire en ce sens-là. Mais nous, dans le domaine du travail et des affaires et de la PNL, on sous-entend par l'écologie de penser à l'avance aux conséquences de nos gestes, de nos pensées, de nos croyances, attitudes, convictions de vie, puisque chaque chose que l'on nomme, que l'on va dire, la plupart du temps inconsciemment, mais va avoir un impact sur ce que chaque personne peut vivre. Et c'est ça qui est fascinant dans l'approche de la PNL, et c'est une des premières choses que j'ai apprises il y a plus de 40 ans maintenant, et qui pour moi a fait un coup de cœur complet avec cette approche et cette méthodologie de la PNL, c'est qu'on démarre cette approche-là en ayant un cadre de fonctionnement. Et on se dit, OK, à chaque fois que je vais dire ou faire quelque chose, je vais prendre en considération le système au complet. Donc, pas uniquement, par exemple, dans un cadre d'un jeune en difficulté au niveau scolaire, le jeune en lui-même, mais aussi ses collègues, les collaborateurs, le système scolaire au complet, les parents, tous les organismes autour du jeune. En fait, et ça inclut les policiers, ou ça va inclure le domaine de la santé, ça va inclure les travailleurs sociaux, les psychologues, par exemple. Donc, cette notion d'écologie, elle est primordiale à cette ouverture de prendre en compte le monde et le monde extérieur, et non pas chacun d'entre nous, au plan professionnel, à penser à notre besoin spécifique uniquement. Je dis uniquement parce qu'on va le prendre en compte, c'est bien sûr, mais pas uniquement. Donc, de dire, OK, quand je collabore avec quelqu'un, quand je fais quelque chose, euh, quel est l'impact de cette direction commune qu'on peut avoir, qui est la direction de l'entreprise ou l'objectif individuel de l'entrepreneur, par exemple, de l'atteinte de ses résultats, mais pas uniquement sur mon entreprise ou sur l'organisme pour lequel je travaille, ou pour revenir à tout à l'heure sur le jeune en particulier qu'on veut aider, mais particulièrement sur la collectivité et le système. Parce que vous savez comme moi qu'un jeune qui est en difficulté, soit parce qu'il y a de la violence autour, soit parce qu'il y a des problèmes psychologiques, affectifs, sociaux, incluant possiblement des drogues, etc. L'impact fondamental, bien sûr, est sur le jeune en challenge et en difficulté, mais aussi sur sa famille. C'est un poids, c'est une lourdeur, une gestion importante à travailler à résoudre, qui génère énormément d'émotions, mais aussi pour toute la communauté et la société qui vivent eux aussi à travers les actions, les réflexions et les pensées de ce jeune en question. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place et puis, avec AIDP, il y en aura d'autres aussi, bien évidemment, pour aider ce genre de situation-là. Notre propos aujourd'hui n'est pas uniquement les jeunes, mais c'est un exemple que je voulais donner parce que moi aussi, je trouve ça tellement important de travailler avec les jeunes qui sont notre relève, nos futurs employés, nos futurs collaborateurs, nos futurs patrons et nos futurs entrepreneurs. Et eux aussi ont des défis et des challenges gros, énormes à relever. Mais voilà, la PNL arrive, AIDP arrive, et il y a des ressources et il y a des solutions qui vont être mises en place pour pouvoir soutenir ces nouveaux projets collaboratifs, sociétals, pour une amélioration des conditions. Et dans l'amélioration des conditions, c'est un peu beaucoup, là, le bonheur. Retrouver notre joie, notre bonheur, notre liberté, notre capacité de travailler en équipe, et d'où le mot que vous connaissez qu'on appelle le potentiel humain.
Quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de la PNL, je remonte à il y a très, très, très longtemps, là, dans les années 70. Donc, je dis, oula! Mais la PNL existe à peu près depuis cette période-là. On parlait à cette époque-là de thérapie de longue durée, d'accompagnement de longue durée. Quand les gens vivaient des défis, des problématiques de vie, il n'y avait pas tellement d'options de travailler sur eux dans une période un peu plus courte. Et tout le mouvement du développement du potentiel humain est venu à jour dans ces années-là. Et il y a eu beaucoup de recherches et beaucoup de choses qui se sont faites. Entre autres, vous avez peut-être entendu parler du psychiatre Fritz Perls, qui à l'époque avait développé une approche qu'on appelle la Gestalt thérapie, dont les créateurs de la PNL se sont beaucoup inspirés pour plein de techniques, d'exercices et de démarches que l'on utilise dans les exercices de PNL, par exemple. Mais Fritz Perls n'était pas tout seul à ce moment-là. Il y avait aussi Virginia Satir. Donc, Virginia Satir, qui était, parce que malheureusement, toutes ces belles personnes que je vous nomme ne sont plus sur Terre aujourd'hui, mais ont été là dans une période précieuse, importante de ce développement et cette ouverture du cœur, de l'espace du potentiel. Virginia Satir, qui travaillait de son côté comme psychothérapeute, elle travaillait principalement au niveau des familles. Et c'est d'elle que vient beaucoup de cette ouverture systémique de prendre en compte les enfants, les parents, le système. Parce que avant Virginia Satir, dans le domaine thérapeutique en tout cas, lorsque quelqu'un venait en consultation, rarement on posait des questions ou on invitait d'autres membres de la famille à venir en consultation. Et on fait la même chose dans le domaine des affaires aujourd'hui. Donc, quand je donne des formations, par exemple, en entreprise, qu'on fait du coaching d'entreprise, on fait du coaching individuel, mais il y a aussi du coaching de groupe, collectif. Et il y a aussi ce qu'on appelle de la facilitation, qui est d'emmener les équipes à mieux échanger, à mieux discuter, à mieux collaborer ou à mieux négocier aussi ensemble. Donc, tout ça vient de ce développement du potentiel à cette époque-là. Donc, on est toujours dans les années 70. Puis, il y a eu plusieurs psychologues aussi dans la même période qui se sont posés des questions, dont entre autres Maslow. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de la fameuse pyramide des besoins de Maslow. On commence par la base, là, il faut manger, on a besoin de se vêtir, mais on monte progressivement sur s'actualiser. Et nous, c'est de ça qu'on parle. On parle de tous nos besoins fondamentaux. On a besoin, en tant que équipe multidimensionnelle, de fournir aux gens autour de nous ce qu'ils ont besoin pour être bien. Vous savez sûrement, nous, chez nous au Canada, mais c'est pas juste au Canada, dans beaucoup de pays, on offre, quand c'est possible, de la nourriture le matin aux enfants quand ils arrivent et puis qu'ils ont bien mangé. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à tous les niveaux parce qu'on revient à ce besoin fondamental de la pyramide. Il faut commencer par la base, qui est, est-ce que je peux avoir un peu d'énergie pour réfléchir, pour penser? Donc, c'est un travail à multi-niveaux. Et en PNL, on appelle ça les niveaux logiques. Les niveaux logiques qui ont été développés par Robert Dills. Donc, c'est dans des techniques qu'on va utiliser, de dire qu'on va prendre en considération plusieurs éléments. Et c'est basé en partie sur le principe de la pyramide des besoins de Maslow. Donc, à cette époque-là, je reviens encore dans les années 70, on parlait de développer le potentiel. Et les psychologues de l'époque, dont Maslow, se disaient, on nous a appris à aider les gens à se réparer. Entre guillemets, il y a un souci, il y a un problème important, les gens sont en souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et Maslow appelait ça à l'époque, ce qu'il disait, c'était, c'est comme s'il y avait quelqu'un de brisé en face de moi et que j'analysais comment la personne avait fait pour se briser de cette manière-là ou être cassé, entre guillemets. Et Maslow, mais pas uniquement lui, mais il a amorcé tout ce mouvement du potentiel qu'on utilise dans le coaching aujourd'hui, qu'on utilise en PNL. Et c'est pour ça que je vous parle de ce mouvement-là qui est tellement important. Bien, il disait que euh, pour aider quelqu'un à se développer, donc atteindre son fameux potentiel,
ou le meilleur de lui-même. Et c'est de ça qu'on parle en ce moment. Donc, pour devenir la meilleure personne qu'on peut devenir ou qu'on voudrait devenir, qu'il est possible qu'on devienne, on n'a pas besoin uniquement de regarder ce qui ne marche pas chez nous, mais on a surtout et avant tout besoin de voir nos forces, nos compétences et de les mettre en action. Donc, ça a été une révolution à l'époque dans cette pensée du développement du potentiel humain, de dire, waouh, on n'est pas obligé de regarder uniquement ce qui est brisé. Maslow disait quelque chose, je vais vous le dire en québécois, comme vous savez, je viens du Canada, mais je vais le traduire par la suite pour que vous compreniez tous. Mais Maslow disait en québécois, même s'il n'était pas québécois, c'est pas en allant dans une cour à scrap que j'apprends à faire un char neuf ou neuf, qu'on dirait chez nous. Donc, traduit, une cour à scrap, c'est une casse, donc où les voitures brisées vont à la casse pour leur fin de vie, leur fin de parcours. Et ce que Maslow disait, c'est pas en observant à la casse les voitures brisées qu'on apprend à faire des voitures neuves. Intéressant comme concept, hein? Donc, il est parti avec d'autres personnes qui ont développé ce mouvement du potentiel humain en disant, ben, analysons plutôt ou comprenons plutôt comment les gens font pour réussir, comment les gens développent leurs compétences. Donc, la PNL est venue au monde grâce à ce concept de modéliser, donc apprendre de comment les gens qui réussissent font pour réussir quelque chose. Bon, en fait, c'est quelque chose qu'on fait tous, hein. Quand on est petit, on modélise nos parents, les gens autour de nous. Bon, des fois, pas toujours pour les bonnes choses. On prend des fois leurs mauvaises habitudes, mais c'est naturel dans la nature humaine de faire en sorte de modéliser ou de copier totalement inconsciemment très souvent comment quelqu'un va dire ou va faire quelque chose. Donc, dans ce potentiel humain, dans la PNL, on va modéliser l'expertise et l'expérience et la réussite de l'être humain. Et on fait ça à travers des techniques et des protocoles qui ont déjà été mis à jour, comme par exemple, comment est-ce que Walt Disney, donc vous savez les fameux films Disney, comment Walt Disney a fait à son époque pour développer une aventure incroyable, pas que les films, mais tout ce qu'il a mis en place. Comment est-ce qu'il réalisait ses rêves? Donc imaginez si demain matin, on vous montre comment Disney faisait et ensuite l'appliquer à votre réalité, à vous. Parce que c'est pas tout le monde qui va développer un empire comme Disney a fait. Et c'est pas le propos non plus, c'est pas nécessairement l'objectif. Mais si je sais comment faire quelque chose et que j'apprends à le faire avec une expertise qui a donné des preuves, qui donne des résultats déjà, je vais sauver du temps, beaucoup de temps, quand on apprend quelque chose de quelqu'un d'autre. C'est le but de l'apprentissage, sauver du temps, mais je vais aussi sauver de l'argent. Et là, on parle aux gens d'affaires aujourd'hui, aux entrepreneurs, aux cadres, aux managers, aux gens qui démarrent leur entreprise. Et puis, ben, on vit sur Terre. Donc, sur Terre, le côté matériel est obligatoire et nécessaire, dont l'argent. Donc, si j'apprends plus rapidement, plus facilement, et que j'apprends de choses utiles et aidantes versus des manières de faire non stratégiques ou qui ne donnent pas des bons résultats, ben, je vais sauver du temps et de l'énergie, ça c'est sûr. Et en plus, je vais contribuer à une manière de faire qui va être beaucoup plus efficace. Et l'objectif de tout ça, c'est ensuite quand nous, on se développe, quand nous, on apprend à développer le meilleur de nous-mêmes, ben, on devient des modèles pour les autres. Ce qui veut dire que c'est une belle roue qui continue. Au fur et à mesure que vous développez votre potentiel, vous pouvez, juste en étant vous-même, être un modèle pour que les autres sont inspirés à aller vers cette réalisation d'eux-mêmes et plusieurs vont vous modéliser sans même des fois le savoir consciemment, ou des fois ils vont dire, tu m'inspires beaucoup, je veux faire ça comme toi, montre-moi comment faire. Et quoi de plus intéressant que partager avec ces gens-là ce qui vous avez appris ou que vous allez apprendre avec la PNL, par exemple, et faire avec un accompagnement comme le coaching pour vous changer, parce qu'on commence toujours par soi-même, s'améliorer, c'est l'objectif de la vie sur Terre, apprendre, s'améliorer, devenir une meilleure personne.
mais aussi et avant tout parce qu'on ne vit pas seul. Il y a des ermites, hein, ça existe, hein, mais la majorité d'entre nous, on ne vit pas seul, mais à contribuer à l'épanouissement et au mieux-être de l'humanité. C'est gros, là. On ne parle pas juste de quelque chose de petit, là. On est vraiment dans une grande vision ensemble aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est tous là, d'ailleurs. Et puis, il y en a d'entre vous qui peuvent dire que c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Il faut bien commencer par rêver. Disney a commencé par rêver. Mais la beauté du modèle de Disney, la réalisation de ce qu'il a fait et de cette stratégie qu'on apprend en PNL, c'est que on peut réaliser nos rêves. Peut-être pas tous, peut-être pas comme on l'a toujours rêvé, mais en faisant comme Disney faisait, c'est-à-dire en allant voir le producteur. J'ai besoin de quoi? De combien de temps? Combien d'argent? Combien de personnel? Combien de techniques pour réaliser ce projet? Comme faire une entreprise, c'est la même chose. Et après, de revenir avec le rêve et dire, bon, OK, qu'est-ce que je dois changer ou pas? Peut-être engager une personne ou deux de plus pour réaliser le projet, ce qui peut être possible. Et si c'est le cas, on irait voir le comptable après. OK, est-ce qu'on peut? Au niveau des ressources humaines, est-ce que c'est jouable? Est-ce que ça ne l'est pas? Donc, tout ce que faisait Disney peut nous permettre aujourd'hui, chacun d'entre nous, de mieux réaliser nos rêves et par conséquent, contribuer encore plus à notre vie de famille et élargie aussi aux gens qui demeurent près de chez nous. Et si on contribue dans une société, une entreprise, ben là, à ce moment-là, une vision commune, une orientation commune. Donc, l'écologie. Je reviens là-dessus parce que je dirais que c'est la clé fondamentale de tout travail qu'on fait en coaching et qu'on fait en PNL. C'est de se dire, OK, quel est mon rôle? Quelle est ma mission? Quel est ce que je veux accomplir? Comment je vais le faire? Me développer encore plus. Donc, on est dans un catalyseur de changement avec la PNL. Comment je peux mieux m'exprimer? Et tout ça en étant plus épanoui, dans une meilleure version de moi-même. Et bien évidemment, pour que chaque employé puisse apprécier encore plus les relations, tout ce qui est vécu autour du côté professionnel, au côté du travail. C'est que je vais faire une autre projection d'écran. Voilà. Les défis sont grands hein, dans le domaine du travail. Il y en a vraiment beaucoup. Bon, là, ce que vous voyez, c'est, je l'entends ça souvent, c'est le PDG qui est en train de dire, ouais, j'aimerais bien être au golf en ce moment. Des fois, on est tellement débordé, on en a tellement sur les épaules qu'on ne sait plus trop comment gérer. Ceci étant dit, moi, j'adore mon travail, je travaille beaucoup, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs, mais par plaisir, par passion. Donc, on n'est pas du tout dans un rendement ou une autre façon de faire les choses qui est juste basée sur le côté financier, mais c'est parce qu'on est en lien avec des valeurs importantes de respect, d'accomplissement, de réalisation, de partage, par exemple. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez ce genre de valeurs-là, qui sont aussi, et c'est là où je veux en venir, des valeurs qui peuvent s'appliquer au domaine du travail. Combien de fois j'ai entendu ça dans tous les pays du monde, pas juste en Afrique, mais dans tous les pays du monde. Je travaille pour gagner ma vie, je ne ferais pas ça si j'avais pas besoin d'argent pour arriver. Et je trouve ça triste. Je trouve ça triste de dire qu'on passe des années de notre vie, des heures complètes de semaine, en se disant j'aime pas ce que je fais, c'est pas satisfaisant, c'est pas ce que je ferais si j'avais d'autres options ou d'autres choix. Parce que c'est pas uniquement une question d'insatisfaction personnelle, mais c'est que si je ne suis pas heureux ou pas satisfait dans ce que je fais et avec les personnes avec qui je le fais, c'est pas juste la tâche, c'est ce qui est autour et c'est surtout ce qui est autour au niveau de l'environnement humain qui est là. Donc, si nous, on n'est pas satisfait de ce qu'on fait, nos énergies, notre vitalité, notre motivation, ben évidemment, n'est pas là non plus. Et ça a un impact sur tout le système du groupe. C'est pour ça que je vous parlais du systémique. C'est-à-dire que chaque personne a un impact sur le système au complet. Vous connaissez ça, hein? Des fois, au travail, vous arrivez, vous êtes de bonne humeur, et là, il y a quelqu'un qui arrive et ça ne va pas du tout, puis, oups, tout d'un coup, l'atmosphère, elle a changé.
Donc, chaque personne est importante. Chaque personne avec qui vous collaborez est importante. Mais ça commence par soi-même. Et soi-même, ce que ça veut dire, c'est que vous soyez entrepreneur, comme moi, par exemple. Je suis en affaires, j'ai mon entreprise déjà depuis des années. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez employé, que vous soyez contractuel. Chez nous, au Canada, on a beaucoup de contractuels aussi. Donc, des gens qui sont autonomes, qui travaillent à leur compte et qui travaillent pour plusieurs organismes ou pour plusieurs entreprises. Que vous soyez un professionnel, que vous soyez un manager, peu importe le rôle que vous avez dans le système dit des affaires, du milieu du travail, ben, votre rôle a un impact sur l'ensemble. Et si à partir de maintenant, vous vous dites, OK, j'ai le désir d'acquérir encore plus de connaissances et encore plus de compétences, parce que c'est une chose de savoir intellectuellement, mais c'est autre chose de développer des capacités, des compétences. Comme là, je vous parlais de la stratégie de Disney, comment réaliser un rêve. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, mais ils ne se réalisent pas. Après, il y a des rêves qui ne doivent pas être réalisés parce que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, c'est pas réaliste, il y a beaucoup de facteurs. Mais si aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, parce que plusieurs d'entre vous, vous êtes entrepreneur, vous allez devenir entrepreneur, il y a beaucoup de choses à faire du côté de développer l'entrepreneuriat en Afrique, mais aussi ailleurs. Si vous voulez aller dans cette direction-là, c'est que vous allez avoir un impact sur la société. Et à chaque fois que vous vous développez vos compétences, vos capacités, il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir l'apprendre aussi sur la planète. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais les chercheurs appellent ça l'effet de la ruche. Ouais, un petit peu comme les abeilles à la ruche. Ce que ça veut dire, c'est que quand quelqu'un pense à quelque chose dans un pays, en même temps, il y a peut-être un autre chercheur ou quelqu'un d'autre qui pense à la même chose. C'est comme ça que des fois, ils ont découvert qu'il y a des scientifiques ou des recherches scientifiques qu'on pense que la personne vient de le découvrir, mais en même temps, ailleurs sur la planète, quelqu'un vient de le découvrir aussi. Et c'est pas du plagiat, c'est des idées, des pop, des pensées qui viennent en même temps. Parce que quand quelqu'un, un être humain, va dans une direction ou ouvre son esprit ou développe une compétence, ça laisse la possibilité aux autres personnes autour, même inconsciemment, et je reviens là-dessus, d'aller le chercher. C'est quand même absolument fantastique. Donc, chaque être humain qui évolue et qui avance à son rythme, et l'objectif c'est d'aller à notre rythme, ça donne la possibilité à quelqu'un d'autre de pouvoir le faire. Après, ça ne veut pas dire que les gens vont adhérer et vont le faire nécessairement, mais au travail, on a ce qu'on appelle la masse critique. La masse critique, ce que ça veut dire, c'est le nombre de personnes qui vont influencer le système et que même si les autres ne sont pas dans la même direction, ils vont être poussés à aller en même temps dans cette direction-là. Wow! La masse critique, on a beaucoup entendu parler de ça, peut-être certains d'entre vous avez entendu parler de ça, au Galapagos, par exemple, quand on a découvert qu'il y avait des espèces qui, d'une île à l'autre, quand une espèce changeait sur une île, et c'est des îles, donc les espèces ne pouvaient pas toujours nager d'une île à l'autre, mais que sur une île, quand il y avait un changement, ben, ça affectait les espèces sur une autre île. Donc ça, c'est réel, c'est des recherches scientifiques qui démontrent ça, et ils ont appelé ça la masse critique. Donc moi, je souhaite, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, et vous souhaitez sûrement vous aussi, faire partie de cette génération de changeurs de masse critique pour emmener ce nouveau vent, cette nouvelle orientation de potentiel et de développement dans le milieu des affaires, dans le milieu de l'entreprise, mais aussi à la maison, pour qu'il y ait un impact pour les familles, pour le mieux-être de tout le monde, en fin de compte. C'est ce qui compte. Donc, oui, j'ai de la passion, je suis passionnée, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, mais passionnée donc depuis des années parce que j'ai appris tous ces outils-là, donc la PNL, le coaching, et je sais à quel point c'est fort et puissant et que les gens qui les utilisent transforment leur vie. Bon, après, vous allez dire, oula, c'est beaucoup ça. Vous n'êtes pas obligé de tout transformer dans votre vie, là. On garde ce qui marche bien. Et ce qui marche bien, on va le renforcer. Vous vous souvenez de Maslow? C'est pas en regardant des choses brisées qu'on développe une nouvelle voiture.
Si vous voulez vous améliorer, il faut voir les forces, pas que vos problèmes. Moi, je me souviens dans le milieu du travail, parce que je suis là depuis très longtemps, à chaque fois, les employés à l'époque, on les réprimandait très souvent. Et au lieu de voir leurs forces, leurs compétences, on leur disait chaque jour ce qu'ils faisaient qui ne marchait pas. Ah, t'as pas fait ça. Ah, ça s'est pas arrivé. Ah, il n'y a pas ça. Ah, il n'y a pas ceci. Ah, t'es pas bon pour ça. Ah, tu n'y arriveras jamais. Ah, wouh! Alors qu'une des nouvelles façons de faire qui s'installe progressivement, c'est plutôt de dire à la personne, OK, tu as telle et telle force, donc on va te placer ou on va te donner du travail en lien avec tes compétences et tes capacités. Mais aussi en disant, la personne est capable d'évoluer. Donc, on ne va pas la garder au même poste nécessairement pendant 50 ans, à moins que c'est ce qu'elle désire et qu'elle est très compétente là-dedans et que c'est vraiment meilleur pour le système. Mais sinon, c'est dire, OK, l'être humain change et évolue. Des fois, il évolue dans le sens de développer des nouvelles connaissances. Et si c'est le cas, ben, il peut avoir de la place dans le système de l'entreprise pour aussi que chaque être humain puisse être plus heureux et plus évolué. Donc, je reviens à ce que je vous parlais tout à l'heure, quand les gens me disent, et je l'entends malheureusement trop souvent, j'aime pas mon travail ou je suis pas bien dans ce que je fais. J'aime bien revenir avec ce concept que on n'a pas toujours le choix dans la vie du travail disponible. Ça dépend du pays, ça dépend des conditions sociales, ça dépend de ce que le gouvernement décide aussi autour de nous. Mais on a par contre le choix de comment on va vivre la situation, de comment on va se gérer nous-mêmes à travers ce qui est là. Et on a la possibilité d'en faire le meilleur de ce qui est disponible, le meilleur de ce qui est là. Donc la question à tout employé, finalement, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire à partir d'aujourd'hui pour que toi, tu sois plus heureux dans ton travail? Et possiblement, si toi, tu es mieux, ben, il y en a peut-être quelques-uns autour de toi qui vont être mieux aussi. Que tu aimes ou pas le travail que tu fais. Parce que des fois, on a la chance de choisir son métier et de dire je vais faire ça et j'aime ça. Mais ce n'est pas nécessairement la panacée universelle pour tout le monde. Donc, on ne peut pas dire à tout le monde aimez votre travail, même si ça serait souhaitable. Mais au moins de collaborer avec les humains et d'avoir ces possibilités de petits moments de bonheur. Et ces moments de bonheur, on peut les avoir aussi dans le milieu du travail. Mais pour ça, on a besoin de garder cette orientation développement de notre potentiel. Bon, après, je vais faire un partage d'écran. Après, il y a aussi ben, du stress. Hein? Quand on travaille, très souvent, il y a beaucoup de choses qui montent. Des frustrations, des inquiétudes, du stress. Puis, bon, c'est écrit petit, là, mais c'est pas bien grave. C'est juste pour vous emmener dans cette compréhension que dans le système de l'entreprise, comme dans le système d'une maison, comme dans notre système qui est notre corps physique, il y a des déséquilibres qui s'installent, qu'on n'est pas aligné, qu'on n'est pas cohérent avec nous-mêmes. Et la PNL et le coaching nous emmènent à se poser des questions sur notre cohérence intérieure. C'est est-ce que je suis en lien avec mes valeurs? Puis, même si je dois faire des choses qui sont peut-être pas à 100% ce que j'aimerais, est-ce que c'est acceptable ou ça ne l'est plus, ou ça ne l'est pas? Parce qu'on sait que quand il y a des déséquilibres au niveau, par exemple, de nos émotions, ça va affecter notre soma et notre corps physique. Donc, vous savez ça, qu'il y a une partie des problèmes de santé qui sont liés à plein de facteurs environnementaux, à la pollution, à bien des choses, mais aussi à comment on gère ou on ne gère pas certaines émotions de notre quotidien. Donc, c'est la même chose au niveau de l'entreprise. Les membres de l'entreprise, les employés, les employeurs, les collègues, les patrons, mais aussi les collaborateurs de l'entreprise et les clients de l'entreprise, les partenaires de l'entreprise. C'est vaste, hein? Il y a beaucoup de choses hein, dans une entreprise. Il n'y a pas que des employés, hein? Il n'y a pas que des patrons non plus. C'est très vaste dans une entreprise. Dès qu'il y a un déséquilibre, une frustration de l'un ou de l'autre, si elle n'est pas nommée, si elle n'est pas bien gérée, ça génère des contraintes additionnelles et c'est le système en lui-même qui devient stressant. C'est pas juste l'employé ou la personne qui est stressée, c'est le système. Et je suis sûre que vous avez déjà vu ça dans plein d'organismes ou d'entreprises et on va avoir une tendance à dire, ouh, là, c'est malsain.
Là, on peut plus parler, ça va être explosif. Il y a des gens qui s'en veulent les uns les autres. Et quand c'est rendu là, pour le système, ben, ça fait longtemps qu'on aurait dû arriver avec des techniques de communication, mais il y a toujours moyen, et ça c'est la bonne nouvelle, il y a toujours moyen d'emmener le système dans une autre direction avec de la volonté, mais aussi avec la masse critique que je revenais tout à l'heure. Donc, même dans les situations les plus difficiles, les plus exigeantes, avec les bons outils, avec un bon coaching, avec des bons questionnements, avec des bonnes réflexions et surtout avec un bon développement de compétences, on peut y arriver. Donc, on va y arriver. Le stress est aidant. On parle aussi du stress positif. On ne parle pas que du stress négatif. Donc, être motivé par quelque chose à atteindre, une réalisation à faire, une exigence, un deadline, donc une date limite, par exemple, ça peut être très stimulant en entreprise pour les équipes, mais aussi pour les gens qui travaillent à leur compte. C'est juste qu'à un moment donné, quand on en a trop ou on en prend trop ou qu'on gère mal, comme par exemple qu'on prend des mauvaises décisions. Vous savez, en affaires, parce que je suis en affaires depuis longtemps, on est toujours en train de prendre des décisions. Mais dans la vie du quotidien, tous les jours, on prend des décisions. Est-ce que je vais à droite ou à gauche? Bon, après, on va généraliser nos décisions, bien sûr, pour se simplifier un peu la vie. Mais en entreprise, les décisions, c'est du quotidien. Donc, on a besoin d'avoir des bonnes stratégies, des stratégies gagnantes de prise de décision pour se baser sur des choses qui vont donner des résultats. Ça ne veut pas dire que chaque décision que je vais prendre est la meilleure ad vitam aeternam, mais sera la meilleure dans un temps, dans un moment donné, avec certaines personnes, surtout si on élabore de manière individuelle ou en équipe les critères sur lesquels on va se baser pour prendre les décisions qui sont les plus justes et les plus éclairées pour tous. Donc en PNL, on travaille sur des stratégies. Et les stratégies, c'est une très bonne façon d'arriver à développer des capacités particulières. Et en plus, dans les stratégies, on peut faire de la modélisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'une personne fait, par exemple, pour bien négocier. On va décoder. Dans une entreprise, il y a quelqu'un qui est très, très bon en vente. Donc, il a cette capacité, par exemple, de bien expliquer ou d'être à l'aise en communication avec l'autre. On peut décoder comment il fait et appliquer tout ça au système complet, à toutes les personnes concernées dans l'équipe professionnelle, par exemple. Donc, ça, c'est génial de pouvoir faire ce transfert au niveau stratégique. Et en plus, et je vais faire un autre partage d'écran, vous avez peut-être remarqué que dans les entreprises, ben, on a ce qu'on appelle des états internes ou, si vous préférez, des émotions. Il n'y a pas qu'à la maison qu'on a des émotions. Même très souvent, on a plus d'émotions au travail parce qu'on y reste longtemps. C'est plus une question de temps et de durée aussi. Donc, en PNL, il y a des techniques qui nous permettent de mieux gérer nos émotions. Donc, ça, c'est extrêmement aidant pour passer, par exemple, d'une colère, et la colère est saine, mais pas pendant 24 heures ou 48 heures, on s'entend. Donc, faire monter l'émotion, mais surtout comprendre d'où elle est causée par quoi, changer les déclencheurs et le transformer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une colère qui va durer pendant des semaines, peut-être commencer par une colère, mais que ça se transforme ensuite en frustration, que ça se transforme ensuite peut-être en communication, que ça se transforme ensuite, vous comprenez l'idée? Donc, on a des modèles de gestion émotionnelle qui vont nous permettre de mieux échanger ensemble. Parce que dans le domaine du travail, un des gros défis qu'il y a, c'est le côté relationnel. Bon, dans notre vie aussi, hein? Le plus exigeant, c'est souvent notre famille, hein? La famille proche, hein? Tout le monde sait ça. Hein? Mais dans le domaine du travail, ce qui est le plus exigeant, c'est le côté relationnel. Donc, comment apprendre, et aussi pour les équipes, c'est pas juste pour nous, mais pour les équipes, à trouver des moyens de mieux saisir ou comprendre quand il y a une frustration, d'où elle vient, mais surtout avoir le courage et la force d'en parler à l'équipe. Et pour être capable d'en parler à l'équipe, il faut qu'il y ait le soutien, il faut qu'il y ait l'ouverture d'esprit, pas uniquement d'écouter. Écouter, c'est déjà une très grande étape, mais pour générer un changement.
Donc, c'est pour ça que je vous disais que chaque changement commence par l'individu, mais a un impact sur tout le système professionnel, le travail au complet, toutes les personnes impliquées. Parce que si vous, demain matin, vous retrouvez la force et le courage de dire à certaines personnes, écoute, il s'est passé ça, je ne l'ai pas très bien vécu, ça m'a frustré pour les raisons suivantes. Et qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ou changer ça pour une prochaine fois? Vous entendez mon langage. C'est pas accusatif, c'est pas c'est à cause de toi que je suis frustrée. C'est le système a généré quelque chose. Voici pourquoi. Dans ma vision à moi, j'ai vécu ça de cette manière-là. Et surtout, trouvons des solutions et non pas parler juste de ce qui marche pas. On peut parler pendant des heures, des années de ce qui marche pas, mais c'est pas notre propos. Notre but, c'est de dire, OK, ensemble, si possible, regardons la situation, on va affronter la situation, des fois c'est vraiment ça, c'est pour ça que j'ai parlé de courage, des fois c'est ça que ça demande, pour qu'on améliore tout ce qui est dans notre contexte professionnel. Alors, aussi, je vais faire un autre partage. On veut améliorer nos conditions de travail, mais aussi améliorer les conditions de travail des gens autour de nous. Parce que si vous êtes frustré au travail, et là je parlais de la frustration, mais ça peut être autre chose, ça peut être de la tristesse, parce que les choses n'avancent pas, ça peut être aussi une colère, on en a parlé tout à l'heure, bien tout le système de l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est comme une personne humaine, je vous en ai parlé tout à l'heure. Si nous, en tant qu'être humain, on peut être malade parce qu'on gère mal nos émotions, l'entreprise peut être malade d'une autre manière, mais il peut y avoir de la gangrène dans une entreprise aussi. Je pense que certains d'entre vous avez déjà connu ça. L'entreprise peut être malade parce que plusieurs membres de l'entreprise ne sont pas très bien. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer la santé psychologique au travail, affective, émotionnelle, pas uniquement le stress, mais faire en sorte qu'il y ait une valorisation de toutes les ressources. Et quand on parle de ressources d'entreprise, la ressource numéro un, c'est l'humain. La ressource numéro un, c'est soit les salariés, les collaborateurs, c'est l'humain. Donc, en entreprise, la ressource numéro un, c'est l'argent, officiellement. Parce que si on n'a pas d'argent, on ne va pas très loin. Mais s'il n'y avait pas de personnel, si l'entrepreneur ne s'implique pas, il ne va pas très loin et il n'aura pas des très belles réussites. Donc, la priorité, c'est une amélioration du bien-être de chacun dans l'entreprise. Et l'amélioration du bien-être passe par la communication, pas uniquement, hein, mais la communication, mais aussi les valeurs, le respect de chacun et l'engagement. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes avec qui on collabore perçoivent, je parlais de passion tout à l'heure, mais c'est pas tout le monde qui est passionné, mais perçoivent l'engagement, le désir de collaborer à un projet, le désir de pouvoir faire en sorte de dire oui, je veux m'impliquer. Parce que ce qu'on a remarqué, et je dis on, les chercheurs, mais ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que quand les employés ont une meilleure satisfaction. Donc, comme par exemple, quand ils sont mieux payés, quand ils sont plus reconnus, plus appréciés, quand on leur parle de leurs forces et pas toujours de leurs faiblesses. On parle des problèmes, c'est important de parler des problèmes, mais pas uniquement. Mais à chaque fois que l'employeur crée quelque chose qui fait que l'employé ou les personnes qui collaborent se sentent encore mieux, bien, à chaque fois, il y a un taux plus faible d'absentéisme et à chaque fois, il y a aussi, et ça c'est très important, une implication accrue de l'entreprise. Donc concrètement parlant, je veux dire que c'est très rentable et c'est très payant pour l'entreprise de payer à ses employés des cours de PNL. Tout employé devrait faire au moins une formation de base en PNL pour eux, parce que ça va avoir un impact dans leur vie personnelle. Ils vont apprendre à être en état plus ressources, de gérer mieux leurs émotions, d'avoir des attitudes aidantes, d'avoir des stratégies plus gagnantes. Donc, ça va avoir un impact chez eux, mais ça va avoir un impact direct dans l'entreprise, puisque l'employé va être beaucoup plus satisfait et va générer ce sentiment d'appartenance qu'on cherche
à obtenir pour que l'entreprise atteigne mieux ses objectifs et continue son expansion. Euh, donc, vous allez dire que je presse pour ma paroisse, hein, parce que comme je suis vendue à la PNL, mais c'est vrai que selon moi, tout le monde devrait faire au moins au minimum une formation base en PNL pour une plus-value dans notre vie personnelle, dans notre vie privée. Après, toute cette amélioration qu'on apprend, donc efficacité de communication, par exemple, on va travailler plus avec des valeurs de respect, des valeurs de bien-être. C'est-à-dire qu'on peut évidemment être en colère contre quelqu'un, c'est normal, c'est la nature humaine. On peut être frustré, mais de commencer à dire, OK, cette personne-là n'a peut-être pas fait intentionnellement une erreur, une gaffe ou a voulu me blesser. Ça peut arriver, il y a des gens qui veulent nous blesser, ça arrive, mais peut-être pas de manière intentionnelle tout le temps. Donc, prendre un petit peu de recul, ce qu'on appelle du discernement, et en PNL, qu'on travaille avec ce qu'on appelle les positions de perception. Si je me mets dans mes souliers à moi, j'ai une perception de ce que l'autre m'a dit au travail, que ce soit mon patron ou un collaborateur. Mais si je me mets dans les souliers de cette personne-là, peut-être que je vais réaliser qu'elle n'avait pas une mauvaise intention ou peut-être qu'elle a manqué de capacité, elle n'a pas trouvé les mots justes pour le dire ou elle était trop dans l'émotionnel. Et ensuite, si je me positionne en tant qu'observateur du système, comme par exemple directeur des ressources humaines, cadre ou manager, je dis, ah, il y a une autre perception des enjeux qui sont là, qui ne sont pas uniquement les enjeux entre deux personnes employées qui ont un conflit, mais qui peut avoir un impact sur même la sécurité au travail. Si deux employés ne sont pas très heureux ensemble, des fois, ils peuvent risquer, de par leur attitude et ce qu'ils font ensemble, vraiment risquer des problématiques pour les autres employés qui sont là, comme une surcharge de travail, par exemple, pour certaines personnes, redistribuer des dossiers mal faits, mal finis ou pas finis. Donc, c'est ce côté systémique auquel je reviens depuis le début, parce que très souvent, en tant qu'employé, en tant que cadre, la même chose, on pense à nos besoins spécifiques, mais on oublie de penser à tout l'impact. Et c'est incroyable, tout le décalage. C'est un petit peu comme ces dominos. On en bouge un, puis tout bouge en même temps. Donc, dans le système professionnel, au travail, il y a cet effet domino qui est là, qui est très grand. Donc, c'est pour ça que je disais, ben, si chaque personne dans le domaine du travail peut ne pas penser au travail uniquement en termes de salaire, de rémunération, même si c'est très important, mais de penser aussi en termes de peut-être d'épanouissement. Ah, je vais faire un partage. D'épanouissement personnel et aussi peut-être de lieux d'intégration ou de connexion sociale. Surtout ces dernières années, vous savez, avec la pandémie, ça a permis à beaucoup de personnes de réaliser l'importance des réseaux sociaux. Et là, je parle aussi des liens sociaux physiques, là, pas uniquement sur Internet, de créer ces liens, d'avoir des liens très stimulants, très aidants. On parlait tout à l'heure du développement du potentiel humain. Mais quand on parle de psychologie positive aujourd'hui, de ce qui fait du bien aux gens et ce qui permet aux gens de mieux gérer leur stress, automatiquement, à chaque fois, vous lirez qu'il y a un des éléments, c'est les liens sociaux. Les liens sociaux qu'on a. Donc, est-ce que les personnes ont eu cette capacité de générer des liens sociaux aidants pour eux? Et quand on est malade, par exemple, ou quand on va pas très bien, au lieu de s'isoler, on a besoin, au contraire, de parler et d'échanger avec les gens autour de nous pour être mieux avec nous-mêmes. Donc, ça fait partie des solutions. Et la même chose au niveau du milieu de l'entreprise. Donc, je vous propose, prenez votre envol. On va prendre notre envol avec l'approche de la PNL. Donc, la PNL est une approche. Le coaching est une discipline et un métier. Donc, je vais faire la différence aujourd'hui. La PNL va vous donner des visions, des attitudes, des façons de faire, des stratégies, des techniques, des protocoles, des façons de procéder. Le coaching, c'est accompagner des personnes et on accompagne les personnes avec des outils dont la PNL est un outil. C'est pour ça que vous verrez
quand vous continuerez à apprendre avec AIDP et avec IDECOM, comme on est partenaire, que vous pouvez faire des formations de PNL sans nécessairement devenir coach, mais que vous pouvez être coach et en tant que coach, en même temps ou après, développer et apprendre des outils, comme entre autres d'intégrer la PNL à l'intérieur du coaching. Donc, la PNL, ce sont des outils de développement personnel, mais surtout dans le milieu du travail, parce que c'est notre propos aujourd'hui, des outils relationnels, mais qui accomplissent et permettent à l'individu de continuer à faire son développement personnel à travers ça, même si ça a un impact au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Donc, on va utiliser les outils de la PNL, bien sûr. Et dans ces fameux outils de la PNL, je vais faire un partage d'écran, qu'on peut utiliser dans le coaching, dans l'accompagnement. Il y a ce qu'on appelle des principes en PNL. Je vous avais parlé tout à l'heure de l'écologie. L'écologie, c'est un des principes fondamentaux de base. Mais il y a d'autres principes que quand je les ai appris il y a déjà plusieurs années, ça a révolutionné complètement ma vision du monde. Et un des premiers, on appelle ça des présupposés ou des présuppositions en PNL. Donc, c'est des croyances, des attitudes qu'on a, des pensées qu'on fait la PNL. Et la première, c'est ce qu'on appelle la carte n'est pas le territoire. Cette formulation-là, elle vient de Alfred Korzybski, qui était un linguiste, qui est décédé aujourd'hui, qui a développé la sémantique générale. Et à un moment donné, lorsqu'il était jeune, il est allé à l'armée parce qu'il y avait une guerre et il était colonel à l'armée parce qu'il venait d'une famille noble. Je ne sais pas si vous savez ça, mais à l'époque, on achetait des titres. Donc, lui, son titre, c'était colonel parce qu'il était d'une famille aisée. Et en tant que colonel, à un moment donné, on lui a demandé de préparer ses troupes parce que l'ennemi approchait. Donc, il a regardé les cartes de l'endroit. Et peut-être que vous savez ça, mais les cartes de l'armée ne sont pas nécessairement comme les cartes ordinaires que nous on a, parce qu'on voit aussi la hauteur du terrain, s'il y a des montagnes ou pas, voilà, pour avoir une meilleure idée. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein? Il n'y avait pas toutes ces capacités spatiales d'imaginer beaucoup de choses, mais il a regardé la carte et sur la carte, il a dit, OK, on va placer nos troupes à tel endroit parce que l'ennemi s'en vient dans telle direction. Donc, c'est une stratégie militaire. Malheureusement pour lui et pour ses troupes, quand il a eu des nouvelles, parce qu'il y a un éclaireur qui est arrivé qui lui a dit qu'il y avait un gros souci, colonel Korzybski, parce que nos troupes sont en train d'être décimées, donc tuées carrément. Et quand il a demandé qu'est-ce qui s'est passé, l'éclaireur lui a raconté que là où il avait placé ses troupes, à 10 mètres de là, donc 10 mètres c'est proche, c'est très 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 proche, là, il y avait des tranchées. L'armée opposée avait, donc l'ennemi si vous préférez, avait mis des tranchées, ce qui veut dire que sur la carte, et c'est pour ça que le colonel Korzybski s'est exclamé que la carte n'est pas le territoire, c'est de là que ça vient cette expression-là, l'armée avait placé des tranchées qui n'étaient pas dessinées sur la carte. Donc, il y a bien des choses qu'on ne sait pas. Tout n'est pas nommé partout. Donc, lui, il a dit, la carte n'est pas le territoire. Et on comprend pourquoi. Et on a repris ça en PNL en disant, l'être humain est beaucoup plus que ce qu'il nous présente. Et quand quelqu'un vous parle, il fait juste vous parler. C'est pas qui il est. Donc, on cherche à comprendre dans la formation de PNL quelle est cette nature de l'être humain au-delà de l'information qu'on reçoit. Et on a plusieurs outils pour faire ça, comme par exemple, on va poser des questions avec ce qu'on appelle le métamodèle, qui est un modèle particulier de questionnement, pour comprendre la pensée de la personne, les distorsions des fois qu'elle se fait, donc l'imagination. Parce que des fois, on dit des choses qui ne sont pas basées sur la réalité, même si des fois on croit que ce qu'on dit est juste, mais ça ne l'est pas toujours. Et ça nous joue des tours parce que ça nous limite dans nos réflexions, dans nos actions et aussi dans les relations qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Donc, fondamentalement, en PNL, on a ces principes. Je vais donc revenir sur ces principes-là. Donc, ce principe que la carte n'est pas le territoire, que je trouve vraiment, vraiment intéressant, de ne pas prendre pour acquis
que parce que quelqu'un vous dit quelque chose que c'est vrai ou que c'est juste ou que c'est faux et que la personne est beaucoup plus que ce que juste qu'elle vous présente. Après, une autre chose en PNL que j'ai appris que je trouvais vraiment intéressant, c'est que nos comportements et nos émotions sont liés à des interprétations basées sur nos filtres. En d'autres mots, quand je vais parler de quelque chose, c'est basé sur mon expérience, évidemment. Et chacun d'entre nous, on a une expérience de vie. Mais comment est-ce qu'on va se le représenter? C'est comme faire un voyage ou aller visiter un endroit et vous allez à plusieurs. Et quand vous revenez après et vous dites à chacun d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont vécu, vous n'allez pas avoir la même histoire. Parce que ça dépend des représentations. Donc, si vous aimez la nourriture, peut-être que vous allez dire, ah mon Dieu, ils avaient des plats extraordinaires à cet endroit-là. Si vous aimez la nature, vous allez dire, les paysages étaient somptueux. Si vous aimez l'être humain, vous allez dire, ah, écoute, on a eu des communications, des échanges, on a rencontré des gens fantastiques. Si c'est le côté historique, il y avait des lieux vraiment avec l'histoire, le respect de tout ça. Donc, chacun d'entre nous, à travers ce qu'on appelle le VACOG, donc pour les modes sensoriels, visuels, auditifs, kinesthésiques, gustatifs, olfactifs, donc tous nos modes sensoriels, on va orienter notre expérience de la vie en lien avec nos prédominances. Donc, c'est sûr que si je suis quelqu'un qui aime écouter, si je suis au bord de la mer, je vais apprécier entendre les vagues. Si j'aime la chaleur, je suis très kinesthésique, je vais apprécier probablement mes petits pieds dans le sable chaud. Donc, l'expérience de chacun est déterminée par comment on se représente les choses. Et ça, c'est très important de savoir dans le domaine du travail pour motiver les troupes. Parce que c'est pas en donnant exemple un montant d'argent à une personne ou à plusieurs personnes que obligatoirement c'est ce qui va les motiver. C'est de découvrir les valeurs importantes qui peuvent être la reconnaissance, l'appréciation, une bonne communication et en plus une valorisation financière, bien évidemment, ça va avec, mais de prendre en considération qu'est-ce qui est stimulant et motivant pour que les gens se représentent une atmosphère de travail idéale pour eux. Après, l'autre chose que j'avais appris très rapidement quand j'ai commencé la PNL et que je trouve ça vraiment important de partager avec vous, c'est là où on place notre attention, c'est ce qui grandit. Wow! Ce que ça veut dire, c'est que si je porte mon attention sur ce qui ne marche pas, au travail, à toutes les choses qui m'embêtent, à mon partenaire de vie, mon mari, mon épouse, toutes les choses qui ne fonctionnent pas, ça va devenir de plus en plus gros. Donc, où est-ce qu'on porte notre attention? Sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne marche pas. Ça ne veut pas dire de ne pas regarder ce qui ne fonctionne pas puisqu'on veut l'améliorer. Mais ce que ça veut dire, c'est que si je focalise mon attention uniquement sur toutes mes frustrations ou tout ce qui ne va pas dans la vie, je risque d'être déprimée longtemps. Donc, on a besoin de refocaliser l'attention et de porter notre attention sur ce qu'on veut qui grandisse à l'intérieur de nous. Ça veut dire nos forces, nos compétences, nos capacités, sans diminuer l'impact de ce qui est non efficace et ce qui ne marche pas, bien sûr, mais pas uniquement focaliser notre attention là-dessus. Et pour conclure cette partie, parce que figurez-vous que le temps file et que ça fait déjà 1 heure que je suis avec vous, je dirais que tous nos changements en entreprise, pour être en affaires, démarrent par nos attitudes, nos convictions et nos valeurs. Donc, en PNL, on a plusieurs protocoles, plusieurs modèles de changement de croyance, de hiérarchisation des valeurs. Et même lorsqu'on fait du travail en entreprise, je pense à un exercice, entre autres, quand je donne des formations en entreprise, où on demande les valeurs fondamentales de l'entreprise et on regarde où chaque personne est alignée ou pas vis-à-vis de ces valeurs-là. Parce que des fois, il y a des valeurs d'entreprise auxquelles on adhère, d'autres on adhère moins, mais il y a aussi nos valeurs personnelles et comment elles peuvent s'adapter dans un environnement professionnel. Et pour les entrepreneurs, quand vous développez un nouveau produit, il faut qu'il soit en lien avec des valeurs, comme par exemple les valeurs écologiques, peu importe lesquelles, environnementales, ou développer des vêtements plus écologiques, voilà, peu importe. Hein? Mais
tout est basé dans le monde du travail sur des valeurs. Malheureusement, dans notre société, il y a encore des valeurs qui se heurtent, peut-être, comme mettre l'argent en priorité devant l'humain et qui causent des gros soucis au niveau de notre société. Mais vous et moi, on veut contribuer, générer des changements et le changement commence par nous-mêmes. Donc, vous l'avez déjà entendu ça, hein? Devenez la personne que vous voulez que les autres puissent devenir. On va commencer par soi. Donc, les valeurs importantes que vous avez, il faut qu'elles contribuent, il faut les faire bouger. Il ne suffit pas juste de les avoir, mais de dire peut-être qu'à plusieurs, ensemble. Donc, les changements de croyances, les hiérarchies des valeurs, changer nos convictions des fois ou affirmer nos convictions peut faire en sorte d'aller d'une non-réussite à une réussite. Et dans les formations en PNL, c'est ce qu'on apprend. Et en coaching, on apprend à utiliser tout ça pour guider et accompagner une personne ou un groupe à générer leur propre changement. Donc, wow! Vous avez un super beau programme là, avec tout ce qui s'en vient au niveau de vos formations en PNL. Et il y a encore une fois tellement, tellement de techniques. Je pourrais en parler pendant des heures parce que j'adore la PNL. Mais dans notre contexte aujourd'hui, je vais vous inviter parce que je crois qu'on est maintenant rendu à... Isabelle, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Maintenant, je sais que, Patience, tu as prévu une cérémonie et puis je ne sais pas si les gens ont des questions. Donc, je te laisse la parole pour me dire quelle est la prochaine étape. Oui, les questions. Parfait. Merci encore pour cette présentation. Esprit d'expérience. On a été abrégé. Merci à toi. Des fois, il y a... Voilà. Vous voyez, ça, c'était le bruit des applaudissements. Et c'est de vous dire merci. Le public des gens à Yaoundé disait merci. C'est sûrement à nous aussi. Merci à vous Voilà. tous. Ben, écoute, Alors, je trouve ça bien qu'on voilà, dise. on va prendre aussi, il y a des questions, on va prendre rapidement quelques questions afin de permettre à Isabelle de retourner vaquer à ses occupations parce que c'est une dame très, très, très occupée et c'est déjà une place qu'elle a pu dégager un peu de son temps pour pouvoir le consacrer. Bien. Notre conseil d'orientation à la retraite pour le citer, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut utiliser ce produit et cette dans la PNL dans les services d'orientation. Je pense que le résumé, c'est bien petit. Je suis vraiment désolée, j'ai mal entendu la question, mais utiliser la PNL dans le service ou L'orientation. dans l'orientation? Oui, l'orientation, on n'a pas de conseiller d'orientation scolaire. Comment est-ce qu'on peut se servir du coaching pour rendre une copie propre en matière d'orientation conseil sur le plan scolaire? Peut-être professionnel, peut-être aussi entrepreneurial, je sais pas. Écoute, j'ai donné beaucoup de formations pour les personnes qui aident à nous orienter professionnellement. Donc, soit pour aider les jeunes à l'école à trouver un métier, une profession, ou par rapport au chômage, à trouver un métier ou un travail, ou on peut parler de se réorienter professionnellement, ou carrément de s'orienter dans ce qui est le mieux pour nous, là. La PNL peut aider dans tous ces éléments-là parce que, dans un premier temps, si vous êtes orienteur vous-même, ça va vous donner des outils pour être capable de poser les meilleures questions, pour mieux comprendre ce que la personne a besoin. Et une fois qu'on sait ce qu'elle a besoin, on peut mieux l'orienter. Après, si la personne a des blocages, comme par exemple, il lui manque de compétences pour être capable de s'orienter dans ce qu'elle aimerait faire, vous allez pouvoir, avec la personne, trouver des moyens, des solutions, surtout avec la méthodologie coaching, pour l'orienter et pour l'aligner pour qu'elle atteigne son objectif. Donc, en fait, la question, c'est de l'inverser, c'est comment est-ce que la PNL ou le coaching ne pourrait pas aider
Et je dirais que tous les outils de la PNL et que tous les outils du coaching peuvent aider toute situation relationnelle et aussi pour réaliser et comprendre plus notre mission de vie, s'orienter de manière professionnelle, mais aussi sur le plan personnel. Ok, merci pour ces éléments de réponse. Donc, à moi, ce que je comprends, que je retiens, c'est que la PNL, à travers ces outils, ainsi que le coaching aussi à travers ces outils, poursuit en réalité le travail du conseiller d'orientation en milieu scolaire. Dans la mesure où je vais vous essayer de résumer ce que disait Isabelle en quelques questions que j'ai notées, c'est-à-dire le conseiller d'orientation peut amener le jeune à se poser la question, qui est-il réellement? Qu'est-ce qu'il veut devenir? Ou alors, où est-ce qu'il veut se rendre en rapport avec ses ressources personnelles? Et puis, de quoi est-il besoin concrètement? Et enfin, par contre, quels peuvent être les éventuels blocages qui empêcheraient le jeune à avoir accès à ce potentiel? Et comment est-ce qu'il met en place ces ressources qui sont en lui? Si j'ai bien compris. Écoute, c'est une très, 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 très bonne question. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'éducation. J'ai écrit plusieurs livres sur la PNL, dont un des mots et des phrases qui transforment, appliqués à l'éducation. Et il y a tellement à faire avec les jeunes. Donc, tout enseignant, je suis enseignante moi-même, hein, j'ai fait mes études universitaires aussi en enseignement. Donc, tout enseignant qui connaît la PNL l'utilise pour l'amélioration des compétences et des connaissances de leurs propres étudiants. Et on travaille aussi sur la revalorisation par du langage plus constructif. Et on emmène le jeune à mieux se connaître, à mieux se découvrir, comme par exemple à savoir comment il fonctionne. Donc en PNL, on apprend nos modes sensoriels, comme par exemple, est-ce que je suis plus visuel, plus auditif, plus kinesthésique. Donc dans un contexte scolaire, qu'on aide le jeune à découvrir ses façons d'apprendre, on peut ensuite l'emmener à développer des nouvelles façons d'apprendre pour pas qu'il se limite à un mode si c'est pas le mode qui est utilisé par l'enseignant ou par d'autres jeunes à côté de lui. Mais on va d'abord commencer par découvrir avec le jeune comment il apprend. Donc tout à l'heure, j'ai entendu parler un petit peu de ça, mais c'est ce qu'on appelle apprendre à apprendre. Et là, en PNL, on parle de apprendre à apprendre à apprendre. Donc, en tant qu'enseignant, en tant que guide, en tant qu'orienteur, on va aider le jeune à découvrir comment il apprend, mais ensuite, on va lui enseigner à mieux apprendre, mais on va aussi faire en sorte qu'il soit capable lui-même, après, de modéliser les capacités d'apprentissage et de les développer davantage. Donc, il y a énormément de magnifiques choses à faire dans le domaine des jeunes ou dans le domaine scolaire avec la PNL. Et pendant des années, j'ai monté des programmes spécialisés pour les jeunes, même les plus jeunes, dans les services de garde. Donc, même avec les plus jeunes, on peut développer comme des mots, des façons de dire les choses. Et ce que j'ai tellement aimé de ça, quand j'ai travaillé dans les services de garde pour monter ces programmes-là, c'est que sur une période de 3 ans, des fois j'allais dans la même entreprise pendant 10 ans, mais après 1 an ou deux, les enfants avaient changé leur façon de dire les choses, donc se formulaient d'une manière plus efficace, plus responsable, plus aidante pour eux et pour les autres, mais aussi les parents avaient changé leur langage. Et par conséquent, leurs petits frères et leurs petites sœurs aussi. C'est la beauté de la chose, hein? C'est que dès qu'un enfant apprend quelque chose, il impacte son système. C'est pas juste l'adulte qui impacte le système. Donc, il y a énormément de choses à mettre en place dans la façon de penser, la gestion émotionnelle aussi, on en a parlé tout à l'heure pour le domaine de l'entreprise, mais qui est la même chose qu'on utiliserait aussi avec des enfants. Oui. Donc la PNL pour le domaine scolaire, c'est un plus, 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 plus. Là, ayant moi-même enseigné la PNL dans le domaine scolaire pour des enseignants, dans des commissions scolaires, aussi des écoles privées, je ne peux que trouver l'impact très constructif et très positif de cette utilisation-là.
Merci. Je pense que je peux faire les gens. Merci encore pour ces éléments de réponse. Vous avez été très riches qui permettent de voir la portée et aussi la puissance de cet important qu'est la paix. Et puis on pourra plus tard voir aussi comment le aussi intègre. Donc, il y a que ce que nous entendons, ce que, puisque l'être humain est connecté au monde à travers ses sens, et les informations qui lui parviennent par ses sens s'impriment généralement en lui et peuvent déterminer son devenir. C'est très important. Comprenons qu'il faut construire et adapter un discours positif, révalorisant, qui permet aux gens de pouvoir avoir une situation, de pouvoir reconnaître soit la valeur qui part, comme un sort, pouvoir le propulser vers l'explosion, l'éclosion de ce génie. Merci encore. Alors, on va prendre encore une ou deux exécutions. Merci. Et on peut aller vite. Monsieur Dominique enseignant en société à l'Institut supérieur des sciences religieuses et dans notre vie, conseiller principal de jeunesse et d'éducation culturelle, de suivi avec beaucoup d'intérêt, vont exposer riches, denses et contes et manifestement de parts que nous avons tous enrichi notre répertoire de connaissances. Ici, on enseigne les doyens sortir de cette salle. Je suis sûr que beaucoup parmi nous devons en sortir, tout simplement parce que nous avons des bagages que nous n'avons pas déclarés et nous devons aller sortir de cette salle. Bon, je vais poser une question simple relative à la programmation de neurolinguistique, notamment le principe de la synchronisation que vous avez convoqué. Je souhaiterais que vous nous disiez si cela est infaillible, si cela pourrait être porteur dans tous les sujets, notamment les sujets difficiles, pervers, vous savez, il y a des pervers. Est-ce que vraiment, avec cette méthode, on peut réussir à les faire intégrer? Merci. Alors, écoute, malheureusement, je n'ai pas tout entendu ou compris la question, mais Ok. c'est pas grave, je vais aller dans le sens. Euh, Chacun d'entre nous, on est sur Terre et on apprend. Et on a chacun d'entre nous un bagage, une expérience de vie, des expériences familiales, des expériences professionnelles. Et ça compte et c'est important. C'est-à-dire que quand on devient coach, comparativement à d'autres disciplines, ce qui compte, c'est apprendre à accompagner quelqu'un. Il y a des outils, des manières de faire ça que AIDP va vous montrer, vous enseigner. Mais au-delà de ça, il y a l'expérience humaine. C'est-à-dire que la majorité des gens qui deviennent coach, c'est des fois des deuxièmes métiers, des troisièmes carrières ou des quatrièmes carrières. C'est rarement la première, comparativement à d'autres métiers. Et on comprend pourquoi. C'est que pour accompagner quelqu'un, être bien synchronisé, par exemple, à quelqu'un, il faut avoir du vécu. Et plus on a cette expérience de vie, plus on peut mieux aider et accompagner quelqu'un. Et en même temps, et c'est la beauté du bagage, et en même temps, nous, on peut avoir notre propre bagage, bien sûr, d'expérience, mais quand on est coach, on s'appuie principalement sur le bagage de l'autre, c'est-à-dire sur qu'est-ce que la personne elle-même a comme force, comme compétence ou à développer, et on va l'accompagner à trouver elle-même ses propres ressources qu'elle a déjà, mais qu'elle a peut-être mis de côté pendant un certain temps, et à développer ses propres capacités. Et on fait la même chose en enseignement, pas parce que tout enseignant est coach nécessairement, parce que quand on enseigne, ben, on a des connaissances à transmettre.
Donc, on n'est pas là uniquement pour accompagner l'enfant ou l'adulte, mais on est là aussi pour faire une transmission de connaissances. Donc, il y a notre bagage, notre expérience de vie, mais des fois, les bagages sont trop lourds. Des fois, on a trop emmené avec nous en vacances. Et puis, il y a des valises qui restent parce qu'il y a des vêtements qu'on n'utilisera pas. Donc, c'est le juste milieu entre prendre ce qu'on a besoin, ce qui va être utile, mais en sachant qu'on peut en développer au fur et à mesure. Et en PNL, il y a toujours des choses à apprendre parce qu'on est dans l'être humain dans son meilleur. Et pour se développer, ben, ça veut dire qu'il y a toujours cette possibilité donc d'avancer dans notre épanouissement et dans cette fameuse meilleure version de nous-mêmes. Donc oui, on va se synchroniser, on fait ça en PNL, on va prendre la posture physique pareil, on va reprendre les mots que l'autre dit, mais ça, c'est principalement pour créer un lien de confiance. Et puis, on a besoin de ce lien de confiance lorsqu'on est en accompagnement avec quelqu'un. Donc, dans une méthodologie coaching, même dans l'enseignement, la confiance est primordiale. Au travail, hein, au travail, si on n'a pas confiance en notre équipe ou en notre patron ou en notre collègue, c'est beaucoup plus difficile. Ben, la première personne en qui on doit avoir confiance, c'est soi. On va commencer par ça. Donc, on a du boulot à faire dans notre développement personnel. Mais c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, en tant que coach, en tant que, peu importe le métier que vous faites, on va miser sur l'expérience que l'on a, mais surtout sur ce qu'on peut continuer à améliorer, à développer davantage pour partir du principe que même si on est très bon dans ce qu'on fait, on peut toujours être meilleur. Donc, ça répond Ok. peut-être pas à toute la question, parce que malheureusement, je ne l'avais pas tout entendu, mais je trouve ça tellement important, ce concept de nos forces et des bagages que l'on a. Ok. Merci encore. Et on va répondre. Merci Isabelle pour ce élément de réponse. Autre chose pour peut-être apporter un peu plus. Si, puisque vous avez dit, elle n'a pas compris le second volet de la question, qui concernait les personnes, vous avez dit, difficile, PLS. Je peux peut-être me tromper, mais il semblerait que le coaching ait utilisé au moins c'est l'outil de la PNL, on va l'utiliser. Et le coaching également va être utilisé, mais sauf que il me semble que le coaching ne savait pas que les cas des individus présentant déjà des pathologies, ou alors des troubles psychiques, ou des troubles psychiques. Donc, si une personne est déjà perverse, il faudrait peut-être qu'elle passe par pour alors faire plus de permission, il faudrait peut-être qu'elle passe par un psychologue ou un psychiatre qui, cette fois-là, pourra mieux l'aider à sortir de cette logique. Parfois aussi, carrément, un psychologue. Voilà. Et en ligne, je ne sais pas si dans le chat, il y a des questions ou si pas de questions. D'accord. Il y avait une dame, on prend la dame et puis on reprend. Il y avait la dame qui avait une question. Donc, moi, j'adore le coaching, hein. C'est une discipline vraiment fantastique Oh, parce que le coaching va permettre d'accompagner la personne à découvrir elle-même son propre potentiel. Donc, c'est bien dans l'enseignement, parce qu'on parlait d'enseigner tout à l'heure, de motiver les personnes, de reconnaître leur potentiel, c'est merveilleux. Mais quelqu'un peut ne pas avoir confiance en eux, même si toutes les autres personnes autour ont confiance en eux. Donc, le coaching redonne la puissance, redonne le pouvoir à l'être humain, redonne la force aux jeunes, si on fait du coaching scolaire, par exemple. C'est la personne elle-même qui va retrouver son potentiel, développer ses compétences, donc par conséquence, retrouver confiance en elle. Et plus la personne retrouve cette confiance en elle, plus elle garde son propre pouvoir, plus elle va être autonome, elle va être responsable et elle va générer des changements. Et c'est ce que j'aime énormément de l'approche coaching, c'est qu'on accompagne la personne à elle-même se revaloriser, à elle-même trouver ses solutions, sans nécessairement avoir toujours besoin du monde extérieur. Bien, évidemment, il faut savoir aussi poser des questions quand on en a besoin sur l'opinion des autres. Donc, le coaching peut être aussi d'aider la personne à avoir cette capacité de mieux communiquer ou de savoir à qui poser les questions. Et là, on reprendrait des outils de la PNL,
comme des outils stratégiques ou le métamodèle que la personne pourrait apprendre soit dans une formation PNL ou être guidée par le coach à l'expérimenter, par exemple. Mais le coaching a ceci de fantastique, c'est qu'on guide une personne ou un groupe, ça peut être un groupe, dans leur propre développement en disant que nous, on n'est pas l'expert de les connaissances du contenu de l'autre. En d'autres mots, si je guide quelqu'un qui est en affaires, mais que je ne suis pas moi en affaires, je peux très bien être coach pareil. Parce que le coaching n'est pas une connaissance du contenu. Le coaching est une connaissance de méthodologie d'accompagnement de réussite. Donc, c'est comment poser les bonnes questions, comment se synchroniser, comment guider la personne vers la possibilité qu'elle trouve ses solutions. Et ça a l'air facile, mais ça s'apprend. Tout s'apprend. Donc, c'est pas tout le monde qui est coach naturel. Et puis, en plus, dans le domaine du coaching, c'est bien d'avoir un diplôme, c'est une certification, parce que ça devient un métier. Donc, dans plusieurs pays, en France en tout cas, en ce moment, le coaching fait partie des métiers reconnus et officiels. Pas dans tous les pays du monde encore, parce que le coaching est une discipline plutôt récente. Mais ça n'empêche pas que c'est un développement de métier. Et c'est bien d'avoir cette reconnaissance professionnelle. On parlait d'entrepreneurs. Les coachs peuvent travailler à leur compte, mais ils peuvent être coachs dans un milieu. Donc, on parlait de coach scolaire, bien sûr, mais ça peut être de coach en chômage, en réorientation professionnelle, ça peut être un coach. Il y a tellement de possibilités d'avoir des coachs dans les entreprises. Coach qui peut être aussi un mentor en entreprise, une personne plus âgée qui a de l'expérience, qui pourrait transférer ses connaissances et son expérience aux plus jeunes, mais pas uniquement en leur disant voici comment faire, comme on ferait en enseignement, mais plutôt en disant toi avec tes compétences et tes forces, tu ferais comment? Et ensemble, trouvons des meilleures solutions pour le faire. Donc, le coaching avec les outils de la PNL, c'est un plus, 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 plus. Parce qu'on peut apprendre le coaching sans intégrer des outils de la PNL, comme ce sont des outils. On peut faire du coaching avec l'hypnose, on peut faire du coaching avec la PNL, on peut faire du coaching pur et dur, sans d'autres outils comme la PNL. Mais évidemment, comme moi je fais de la PNL depuis tellement longtemps, je comprends très très bien la plus-value de l'approche orientée solution à l'intérieur d'une méthodologie d'accompagnement. Donc, dès que vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes, même si vous ne voulez pas vous-même nécessairement développer un métier de devenir coach pour gagner votre vie, vous pouvez intégrer la méthodologie coaching dans n'importe quel travail que vous faites déjà. Et en plus, pour être votre propre coach. Une fois que vous avez appris les questions à poser, la structure de réflexion qui va avec le coaching, vous faites votre auto-coaching. Donc, ça vous aide dans votre vie. Et à chaque fois que ça peut être pour vos enfants, vous allez changer de casquette. C'est pas papa ou maman qui va parler, c'est le coach pour les aider. Donc, on sort de notre monde émotionnel qui, des fois, peut être limitant pour nous. Avec un ami, la même chose. Donc, c'est peut-être pas ton ami qui va te parler. Ça sera le coach là, qui va te parler. Et selon ce que vous désirez. Mais le coaching, c'est cet accompagnement sans jugement pour aller dans le sens de ce que la personne veut et désire et vérifier si c'est approprié, si elle est cohérente, alignée, qu'est-ce qu'elle a besoin pour être en train de le manifester, de le réaliser. Et les outils de la PNL à travers le coaching donnent cette orientation beaucoup plus orientée solution. Ouais. Donc, c'est pour ça que les deux approches vont tellement, tellement bien ensemble. Je ne pourrais même pas imaginer faire du coaching sans la PNL. Ne serait-ce que, pour moi, c'est juste pas possible. Ne serait-ce que prendre en compte les modes sensoriels. Si quelqu'un est plus visuel, c'est sûr que je vais lui donner plus d'images, de réflexion. Ça va faciliter énormément l'échange qu'on peut avoir avec la personne. Donc, vive le coaching et vive les outils de la PNL. Merci. Bon, on va prendre une dernière question de vie, et puis on va passer à... Il y avait déjà le monsieur qui avait une question de vie, ça va être difficile. Certains vont être frustrés, on ne va pas frustrer les gens, mais le temps est là. Donc, il y avait le monsieur qui demandait la parole de lui, on va saluer Eric, pour qu'il puisse poser sa question. Le micro, il y a
Merci, je passe la parole. Merci Isabelle pour cette présentation. Je suis le maire en place pour vous, traditionnel carolien formateur au Québec. Alors, merci pour les outils que vous nous donnez pour mieux accompagner les jeunes dans notre recherche. Je vais poser une question de manière générale. En quoi la PNL peut nous aider à mieux discerner notre vocation et à la vivre de manière épanouie? Merci. Totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. La PNL peut vraiment aider dans notre mission, dans l'accompagnement de découvrir la réalisation, la mission d'autres. Puis en plus, on peut nous-mêmes être dans cette joie intérieure et cette mission d'aider, d'accompagner les gens à se retrouver, à se réaliser. Et puis, je vais dire, je l'ai déjà dit tout à l'heure parce qu'on revient avec le potentiel humain, mais à développer un meilleur monde ou un monde meilleur, ça dépend comment on le dit. Donc, et chacun à notre niveau, de notre manière, on peut aussi, et c'est notre propos qu'on parle des affaires, avoir des entreprises qui réussissent mieux. Et réussir mieux selon le contexte, ça veut dire avoir plus de gens heureux à travailler, plus de personnes valorisées au travail, mais avoir aussi une rentabilité d'entreprise qui fait qu'il y a une plus-value économique pour la société, pour la communauté. Tout ça, c'est ce travail collaboratif qu'on peut faire et les outils de la PNL et de l'accompagnement valorisent énormément cette plus-value que l'on ramène dans le milieu de l'entreprise. OK. Merci encore, Isabelle, pour le temps, qui est quelque chose d'assez précieux. Merci pour le partage de ces connaissances, puisées à la fois dans votre formation et dans l'expérience multiple en tant qu'enseignant, en tant que coach, c'est très important. Nous sommes en tout cas à côté auprès de votre. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement officiel. Et je sais que dans un instant, vous faites ce rituel, cette cérémonie, et que je vais vous quitter bientôt pour continuer de mon côté, mais je serai toujours avec vous dans le cœur et peut-être avec vous dans l'enseignement aussi. Vous avez la chance aujourd'hui de vivre un moment très spécial et particulier qui me tient vraiment à cœur, qui est ce moment où il y a une ouverture de connaissances et un partage de méthodes qui ont déjà démontré des résultats depuis des années d'ailleurs, mais qui sont prêts à être disponibles pour le plus de personnes possible. Et puis, encore une fois, toutes les personnes qui nous écoutent et ceux à qui vous allez partager ces choses-là, dans cette vision et cette orientation de dire on veut aller dans un monde meilleur pour nous, mais aussi pour les autres, et catalyser ces changements, je ne peux que féliciter les efforts de AIDP, de toute l'équipe au complet, incluant bien sûr Patience, Bertha et toutes les autres personnes impliquées, de cette démarche vraiment de mission profonde qu'ils se sont données, d'aider la communauté, les personnes autour. Et j'en vois dans l'énergie, dans l'univers, étant donné qu'on parle aussi d'entreprise, une belle réussite, une belle réalisation professionnelle, financière aussi, parce qu'on a besoin d'argent pour les projets, réaliser des projets additionnels, que ce soit des projets auprès des jeunes, des entrepreneurs, des familles. Il y a tellement de choses à faire, encore une fois. Et je suis totalement privilégiée d'être avec vous, de me sentir inclus dans vos magnifiques projets aussi. Donc, merci à vous tous de m'inclure dans ce lancement, dans cette nouveauté, dans cette croissance du milieu du travail et du milieu personnel. Donc, longue vie et bon démarrage à IDP le génie propre. Merci à vous tous. Merci beaucoup.